Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de l'art. Il y a quelques jours, je vous ai parlé des symphonies de Beethoven. Là, on passe un peu aux arts plastiques avec Botticelli, un des plus grands peintres de l'histoire, mais surtout de la Renaissance, puisque c'est là où il a vécu. Et une œuvre qui n'est pas la plus connue, qui est connue pour tous ceux qui ont fait des études en histoire de l'art, mais pas la plus connue du grand public, La calomnie d'Apelle. Et vous avez vu la question dans le titre, est-ce que Botticelli a tenté, voire même a réussi de ressusciter la peinture antique? Alors pourquoi? Je vais vous l'expliquer en détail dans cette vidéo. Parce que par cette peinture, il a tenté de reproduire une peinture de l'Antiquité qui a disparu de l'histoire. Donc il a essayé de la faire revivre. Je vous explique tout en détail. D'abord, je vous présente rapidement cette œuvre qui date de 1495. C'est la dernière scène profane de Botticelli. Après ça, il va se consacrer aux scènes religieuses. Voilà, c'est quand même important. Et, très important, ce n'est pas une commande. Ce qui est quand même relativement rare, puisqu'à l'époque, la plupart des œuvres réalisées, c'était suite à une commande. Et ici, non, c'est de son propre chef. Alors, d'où vient cette idée? En fait, il a trouvé dans un ouvrage de Alberti, un grand artiste aussi de la Renaissance, donc ouvrage qui s'appelle De Pictura, et dans cet ouvrage, il parlait d'une œuvre de l'Antiquité célèbre, disparue à ce moment-là, disparue, enfin, qu'on n'a jamais retrouvée de toute manière, qui n'existe plus. Il décrivait une œuvre. Alors d'où il trouvait cette information? Mais en fait, c'est simple, Alberti avait lu un ouvrage, un des rares ouvrages de l'Antiquité qui a survécu et qui traite d'art, qui était de Lucien de Samosate, et qui décrivait cette œuvre extraordinaire de Apelle. Alors Apelle, qui c'est Apelle? Apelle, c'est très simple, si vous ne le connaissez pas, c'est un des plus célèbres peintres de l'Antiquité. Il est resté légendaire dans les rares écrits qui nous restent sur l'art de l'Antiquité. On nous parle souvent d'Apelle. C'était le peintre officiel, le portraitiste officiel d'Alexandre le Grand. Donc il a vécu au IVe siècle. Voilà, donc on vante les mérites d'Apelle en disant qu'il était capable de choses exceptionnelles et que c'était l'un des meilleurs de toute l'Antiquité. C'était quoi alors ce tableau d'Apelle qui est décrit par Lucien de Samosate et qui est repris aussi dans l'ouvrage d'Alberti à la Renaissance? En fait, Apelle avait été victime d'une calomnie par l'un de ses rivaux. Et donc, son moyen de répondre à cette calomnie, ça a été de faire un tableau qui était une allégorie de la calomnie, voilà, qui montrait tout ce qui induisait la calomnie, en quoi c'était mal, etc. Donc c'était sa réponse à cette calomnie. Et en fait, ce que va tenter de faire Botticelli, c'est que, en fait, donc ça s'appelle la calomnie, il va lui intituler ça la calomnie d'Apelle, pour bien situer l'œuvre, et en prenant la description qu'en fait Alberti, et surtout aussi il va sur le texte de Lucien, le texte antique, il va essayer de reproduire l'œuvre par rapport à ça. Et la question qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est quelle fidélité peut-il y avoir dans cette copie alors qu'il ne connaît pas l'œuvre? Est-ce qu'on peut penser qu'il est assez proche de l'œuvre? Est-ce que ça donne une idée aussi de à quoi ressemblait la peinture antique? Voilà les questions qu'on va se poser. D'abord, alors là je vous ai mis l'image en grand, je vais quand même vous présenter l'œuvre, vous l'expliquer rapidement, l'iconographie, pour que vous compreniez bien l'action. Là je vais vous décrire les personnages, qui sont les personnages de gauche à droite. Alors d'abord, vous avez l'allégorie de la vérité nue. Ensuite, vous avez la vieille femme, qui elle, c'est l'allégorie du remords, et qui est en train d'observer la vérité nue. Celui qui est au sol en train de se faire tirer les cheveux, c'est Apelle, le peintre de l'Antiquité. Ensuite, il est donc entouré de trois femmes, qui sont aussi des allégories. Donc vous avez la calomnie, qui est en bleu, et donc l'allégorie de la calomnie, la femme en bleu, est couronnée par deux autres allégories. La séduction, qui est en rose, et la fourberie, qui est juste la plus au-dessus des trois. Voilà, donc vous avez ensuite le personnage barbu, c'est la haine, et cette allégorie de la haine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande, donc avec ce grand geste, audience au roi Midas. Et donc, vous l'avez compris, le dernier personnage, c'est le roi Midas, qui est encadré par les allégories du soupçon et de l'ignorance. Voilà pour cette scène-là. Donc là, je vous laisse sur le tableau. Alors cette scène, elle est très complexe. Il y a beaucoup d'allégories. Donc il faut être capable de reconnaître, puisque finalement, à part Apelle et Midas, il n'y a aucun véritable personnage. Toutes c'est des allégories, même si l'allégorie, bien sûr, de la haine fait écho à son rival qui le calomnie.
Donc, ce type d'œuvre était courante à la Renaissance. Il faut savoir que, bien sûr, ceux qui s'intéressaient à l'art, en général, c'était des privilégiés. Hein. Si vous étiez paysan, etc., vous n'aviez pas ni l'argent ni le temps de vous intéresser à ça. Et donc, cette œuvre, elle est réservée vraiment aux initiés, à ceux qui ont une culture importante en peinture, hein, une culture picturale, mais aussi ceux qui ont une connaissance, une culture générale importante, dans ce qu'on appelle une peinture savante. Et il faut aussi préciser qu'à l'époque, il n'y avait pas encore d'ouvrage sur l'iconographie. Le premier traité d'iconologie, hein, qui rassemble des symboles et qui référence des symboles et qui les décrit pour se repérer, ne date que de 1598 par Cesare Ripa. Donc là, il fallait avoir lu beaucoup de livres différents, être d'un milieu où on connaissait. Donc voilà, c'était pas du tout facile à comprendre, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Le décor, parlons un peu du décor, alors, qui est très intéressant, c'est le palais du roi Midas, hein, comme vous pouvez le déduire. Donc il est constitué de sculptures et d'architecture qu'on appelle antiquisantes, hein, un peu partout. Donc Botticelli a profité de cette occasion pour rajouter à cette œuvre d'Apelle beaucoup de références à l'Antiquité, donc par le principe, déjà, bien sûr, par l'architecture, bien sûr, mais aussi par les motifs des bas-reliefs. Donc là, vous avez plein de bas-reliefs qui sont inspirés de la mythologie classique, bien sûr, mais aussi des scènes d'écriture, ou encore de Dante, hein, de la Divine Comédie de Dante, et bien d'autres choses encore. Alors bien sûr, il y a même certaines scènes qui n'ont jamais été identifiées par les historiens de l'art. On trouve aussi, par exemple, ça c'est intéressant, on trouve par les œuvres identifiées de l'Antiquité, on trouve une œuvre qui est de Zeuxis. Zeuxis, c'est un autre grand peintre de l'Antiquité, et une œuvre qui avait été aussi décrite. Donc, vous voyez, Botticelli a fait un petit mélange, il a récupéré la description de l'œuvre réalisée par Apelle, et puis ensuite il s'y fait plaisir, on voit la passion de l'Antiquité, mais aussi bien sûr, de sa foi chrétienne, il a un petit peu agrémenté pour faire une œuvre très riche, vraiment, on peut dire, un message d'amour à la culture classique aussi. Mais maintenant, ça, c'était pas dans le texte. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire que ça peut donner une idée de l'œuvre originale d'Apelle? On peut se demander pourquoi Botticelli a fait cette œuvre. Alors, les raisons... on dit c'est son propre chef, mais il semblerait qu'il y ait eu une histoire de calomnie en fait là-dedans. À Florence, dans ces années-là, autour de 1495, il y avait beaucoup de tensions. Il y a eu notamment le bannissement définitif des Médicis de Florence. Donc il s'est retrouvé au milieu de la tourmente, et certainement que Botticelli a fait comme Apelle, c'est-à-dire pour réagir à la calomnie, il a lui-même fait un tableau traitant de la calomnie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il aurait pu faire de lui-même une allégorie. Non, il avait la culture nécessaire pour connaître ces écrits qui parlaient de la calomnie d'Apelle, et il s'est servi de ça. Voilà. Donc on suppose, parce qu'on n'est bien sûr pas sûr, il n'y a pas d'écrit, que c'est aussi le contexte historique de l'époque qui l'a poussé à faire ce tableau. Surtout qu'on ne sait pas qui est le calomnier, hein, voilà, c'est par rapport au climat, mais est-ce que ça visait quelqu'un en particulier? Est-ce que c'était lui-même le calomnier ou quelqu'un d'autre? C'est vrai qu'il a eu des soucis parce qu'on l'a accusé de pratiques homosexuelles avec ses assistants. À l'époque, c'était interdit, et Léonard de Vinci aussi avait des problèmes à ce sujet-là. Donc peut-être que c'était par rapport à ça, ou par rapport peut-être au climat politique, on n'a aucune certitude. On peut aussi y voir un plaisir purement esthétique de Botticelli, qui était surnommé par certains Apelle, le Apelle de la Renaissance, et peut-être qu'il a voulu se confronter à Apelle en faisant le tableau sur le même sujet, même si on ne pouvait pas vraiment comparer, mais pour montrer qu'il était bien l'Apelle de la Renaissance. Alors la question qu'on va se poser pour terminer, c'est le but de cette vidéo, est-ce qu'on peut vraiment dire que ce tableau nous donne une idée des peintures de l'Antiquité? Alors évidemment, je vous le rappelle si vous ne le savez pas, aujourd'hui, il nous reste très peu de peintures de l'Antiquité. Quasiment tout a disparu, et ce qui nous reste, c'est de la peinture murale, puisque il y avait des peintures, on va dire comme pour nous, de chevalets, tout a disparu. Et même, il nous reste quelques mosaïques, mais c'est pas vraiment le même principe. La mosaïque, c'est encore autre chose. Ça peut donner à peu près une idée de ce qui se faisait. Mais des vraies peintures, il n'y en a pas beaucoup. Et à la Renaissance, autant vous dire qu'il y en avait, je ne sais même pas s'ils en connaissaient. Je ne suis même pas sûr qu'ils avaient déjà vu une peinture datant de l'Antiquité. Il y avait des sculptures, des architectures, mais je ne crois pas qu'il y ait assez de peintures. Et là, on va comparer par deux œuvres emblématiques quand même de la peinture de l'Antiquité. Et vous allez voir, les différences sont notables. On commence par une œuvre découverte en 1977. Donc, imaginez bien que Botticelli ne l'a jamais connue. C'est, donc, je vous l'affiche là entièrement pour que vous puissiez bien la voir, parce qu'elle est
en format panoramique. C'est une fresque qui décore la tombe du roi Philippe II de Macédoine. Et c'est une tombe qui se trouve en Macédoine. Donc, Philippe II, c'est donc le père d'Alexandre le Grand, donc on est à peu près à la même époque qu'Appel. Alors ce tableau, quand on le voit quand même, hein, on se dit, c'est quand même de la belle qualité. Quand on voit la technique de peinture au Moyen-Âge, hein, les tableaux qui nous restent du Moyen-Âge, techniquement, on voit quand même que c'est assez impressionnant pour l'époque. Il y avait quand même un certain niveau, par exemple dans la perspective. Hein. La perspective a été découverte, redécouverte, on pourrait dire, bien sûr, à la Renaissance. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Alors, c'est pas exactement la même perspective, je ne vais pas rentrer dans le détail. Là, c'est une perspective un petit peu improvisée, c'est pas une perspective mathématique. Mais quand même, il y a un effet de profondeur réel. Donc, on va dire que techniquement, c'est quand même très impressionnant pour le IVe siècle avant Jésus-Christ. Par contre, alors là, je vous fais apparaître l'œuvre de Botticelli, c'est pas du tout le même niveau. Hein. Botticelli est largement au-dessus techniquement, à tous les niveaux. Alors bien sûr, on ne sait pas qui a fait ce tableau de la tombe de Philippe II, mais forcément, quand c'est une œuvre pour décorer le tombeau d'un roi, on imagine bien qu'on a pris un des meilleurs artistes possibles. Et d'ailleurs, il suffit de voir que Alexandre le Grand avait pris pour portraitiste le plus célèbre peintre de l'époque. Donc on peut quand même comparer et se dire, mais non, ce tableau de Macédoine, pour le roi de Macédoine, quelles que soient ses qualités pour l'époque, il n'est pas du tout au niveau. Avec ce niveau-là, vous n'auriez jamais pu être célèbre à la Renaissance, par exemple, par rapport à des Raphaël, des Michel-Ange, etc. Donc ça nous donne déjà une indication. Maintenant, on va passer à un autre exemple. On avait la peinture grecque, maintenant on va voir la peinture romaine. Là, vous pouvez voir une fresque de la Villa des Mystères à Pompéi. Donc Pompéi, ça a été... donc on a commencé à faire les fouilles au XVIIIe siècle. Cette œuvre, en revanche, a été découverte au XIXe siècle, parce que les fouilles ont duré très longtemps. Donc pareil, ces œuvres n'ont jamais été vues par les artistes de la Renaissance. Et c'est pareil. Voilà. Là, je vous remets les deux œuvres. Bien sûr que c'est très bon pour le début du premier millénaire. C'est une belle œuvre, mais rien à voir, absolument rien à voir avec l'œuvre de Botticelli. On regarde quand même une troisième œuvre, dernière comparaison, avec ce Télèphe et Héraclès, qui est une œuvre à Herculanum, qui a été découverte et fouillée à la même époque que Pompéi. Donc voilà, celle-là, elle est beaucoup plus intéressante que la précédente, d'ailleurs, puisque vous voyez, il y a quand même aussi pareil, un travail de perspective, il y a beaucoup de corps, etc. C'est une très très belle œuvre, certainement. Ça devait être un grand artiste de l'époque. Et encore une fois, je vous mets les deux œuvres. Bon, même si c'est au-delà des couleurs délavées, au niveau de l'anatomie, du lion, par exemple, de l'animal, etc., on voit bien que Botticelli est largement supérieur. Dans conclusion, on peut voir que non, Botticelli n'a pas du tout ressuscité. Il a fait un exercice très intéressant, un peu de reprendre un sujet pour le refaire. Et justement, c'est intéressant parce que ça a permis aussi de faire parler d'Appel, aussi participer à la connaissance et la reconnaissance d'Appel, évidemment. Donc il a eu une excellente idée, et puis c'était très intéressant comme exercice. Mais non, il ne faut pas du tout croire que cette œuvre a un quelconque rapport, déjà parce que la description de Lucien n'est pas non plus assez détaillée. Le décor de Botticelli est fantaisiste, hein, il a un peu mis ce qu'il a voulu, notamment des ouvrages que Appel n'a pas pu connaître parce qu'ils sont plus tardifs. Donc, un petit point sur cette œuvre, globalement, c'est une belle œuvre, mais ce n'est pas non plus une des plus belles œuvres, une des plus intéressantes. Là, je vous fais une comparaison avec La naissance de Vénus, qui a été faite 10 ans en avance, hein, ce qui est une œuvre, peut-être l'œuvre de Botticelli la plus célèbre, avec le Printemps aussi, qui est très célèbre. Donc, il a fait mieux parce que je trouve quand même qu'au-delà des qualités de la calomnie d'Appel, que j'aime beaucoup, il y a un peu de confusion. Comme il était limité par la description, qu'il a dû se conforter, hein, qu'il a dû respecter la description un petit peu de Lucien, ben forcément il s'en sort qu'il y a beaucoup de personnages en enfilade, ça fait un peu un effet de frise. La composition n'est pas forcément agréable, totalement agréable par rapport à ce qu'il faisait quand il avait beaucoup plus de liberté. Et donc, c'est pas la meilleure œuvre non plus de Botticelli. Voilà, c'est une petite parenthèse que je voulais vous faire. C'est terminé pour cette vidéo sur Botticelli, la peinture antique.
Dans les commentaires, je vous fais confiance, mettez-moi qu'est-ce que vous pensez, comment vous imaginez la peinture antique, ou est-ce que même avant que je vous montre ces œuvres, vous aviez déjà vu des œuvres antiques, est-ce que ça vous déçoit ou pas, hein? Parce que c'est vrai que pendant très longtemps, à la Renaissance notamment, on croyait que les peintures étaient meilleures même que les artistes de la Renaissance, parce que voilà, on fantasmait un petit peu, puis dans les descriptions antiques, c'était présenté comme des œuvres incroyables, qui étaient extrêmement fidèles à la réalité. Et finalement, on voit que ce n'est pas le cas. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dans quelques jours sur la 10e symphonie de Beethoven. Si vous connaissez un peu la musique, ça devrait vous étonner. Mais oui, peut-être vous n'avez jamais entendu de cette 10e symphonie de Beethoven. Je vous expliquerai plus en détail ce qu'il en est. Pour cela, abonnez-vous, cliquez sur la clochette pour être notifié de la sortie de cette vidéo. Et puis toujours pareil, pensez au pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à partager la vidéo sur Facebook et Twitter. Ciao!